France 24 et RFI présentent Bienvenue pour Ici l'Europe sur France 24 et Radio France Internationale. Les guerres s'intensifient comme celle au Moyen-Orient déclenchée par Donald Trump et puis toujours celle en Ukraine à l'initiative de Vladimir Poutine. Si elle n'est pas belligérante directe, l'Union européenne en subit lourdement les conséquences, affaibli économiquement et moralement. Nous en parlons tout de suite avec Enrico Letta. Bonjour. Merci d'être avec nous, Monsieur Letta. Je vous rappelle que vous êtes ancien président du Conseil italien. Vous étiez d'ailleurs aussi chef de file en Italie du Parti démocrate. C'est les sociaux-démocrates. Mais vous êtes surtout connu aujourd'hui comme auteur d'un rapport de référence pour la Commission européenne sur la compétitivité et le marché unique, président de l'Institut Jacques Delors et doyen de IE Université à Madrid. Alors, on commence, si vous le voulez bien, par la guerre en Iran déclenchée le 28 février. Où sont, dans ce conflit, dans cette région, les Européens ? Ils sont hélas divisés, et ça c'est le grand problème. Ils sont divisés comme on l'a été dans beaucoup de ces tournants de l'histoire, et cette division est un énorme problème, parce que c'est une division qui nous empêche d'être évidemment unis et d'être capables de bloquer, quand il est nécessaire de le faire, les folies, comme cette folie de l'administration Trump qui est en train de faire chuter l'économie mondiale et de mettre le Moyen-Orient à feu dans une situation dans laquelle personne ne comprend plus rien. Et on comprend aussi que le retour au statu quo est impossible et qu'il va y avoir un problème pour tous, surtout pour l'Europe, pour sa compétitivité, le prix de l'énergie qui double, les avions à terre pour le manque de essence. Je pense qu'on va payer un prix très grave. C'est pas seulement nous, le reste du monde va le faire, mais nous, les Européens, on va le payer double parce qu'à cause des divisions, on n'est pas capable de dire non et de bloquer. Alors que si on était plus unis, et surtout si on était capable d'avoir notre propre capacité de nous défendre ou de défendre nos voisins, je pense à l'Ukraine, là le chantage de Trump, qui est toujours le chantage de dire « si vous ne me suivez pas, moi je cesse d'aider l'Ukraine ». Et ce chantage est fort parce que nous n'avons pas de défense européenne totalement unie et les industries de défense européennes ne sont pas complètement intégrées comme elles devraient l'être. Alors on va continuer notre tour de l'actualité géopolitique, mais tout de suite, on regarde les dernières nouvelles sélectionnées par Oyana Almando, c'est l'Europe en bref. La trêve est fragile entre l'Iran et les États-Unis. Les Européens saluent le cessez-le-feu, mais le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a poursuivi, au-delà du 7 avril, ses frappes sur le seul Liban, ce que déplore la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas. Les frappes israéliennes ont tué des centaines de personnes, ce qui rend difficile de soutenir que des actions aussi brutales relèvent de la légitime défense. Les actions israéliennes mettent le cessez-le-feu à rude épreuve. L'action israélienne est bien plus condamnée par l'Espagne socialiste, par la voix de son ministre des Affaires étrangères. Nous sommes confrontés à la plus grande attaque contre la civilisation fondée sur les idéaux humanistes de la raison, de la paix, de la compréhension et du droit universel, face à l'abus de pouvoir, à la force brute et à l'arbitraire. Le Premier ministre Pedro Sánchez a également de nouveau appelé l'UE à annuler son accord d'association avec Israël, qui facilite les échanges commerciaux entre les deux parties. Un conflit qui bouleverse l'économie mondiale et inquiète la première ministre italienne de droite radicale, Giorgia Meloni. S'il venait à se prolonger, elle réclame la suspension de la règle européenne qui force les États à rester sous la barre des 3% du PIB pour leur déficit. Or, Giorgia Meloni a choisi de réduire les taxes sur les carburants et a déjà échoué à repasser sous la barre des 3% en 2025 dans un pays en pleine stagnation. Proposition rejetée par le commissaire européen à l'économie. Il rappelle qu'on ne suspend les règles qu'en cas de récession économique dans toute l'UE, alors qu'on anticipe une croissance à 0,8% cette année. Enrico Letta,
Vous avez parlé des conséquences en matière énergétique pour l'Europe. L'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, le Portugal, l'Autriche ont appelé à la mise en place de taxes sur les bénéfices exceptionnels des entreprises énergétiques en réponse à la hausse des carburants générée par cette guerre au Moyen-Orient. La France ne veut rien en faire. Pourtant, elle a déjà fait effectivement dans le cas de l'invasion de l'Ukraine en 2022 et ça n'a pas empêché les géants pétroliers d'empocher 180 milliards de bénéfices. Ce qu'Emmanuel Macron a tort de ne pas vouloir taxer les superprofits. Vous savez, la question de la division des Européens est la conséquence de cette contradiction terrible que nous sommes en train de vivre dans ce mois d'avril. La contradiction est entre le besoin d'intervention immédiate, parce que le prix de l'essence, du carburant est devenu insupportable, et en même temps savoir que l'Europe est en train de discuter de comment appliquer des mesures structurelles pour intégrer son marché de l'énergie. Le Conseil européen de 22-23 avril va discuter exactement de ces points d'intégration du marché unique en lançant ce plan One Europe, One Market, qui est le plan d'intégration du marché où la question énergétique est centrale. Donc le point central est... Vous êtes pour ou contre la taxation des superprofits ? Évidemment, aujourd'hui, la question est liée au fait qu'il faut trouver de l'argent pour faire baisser les impôts sur le carburant et faire en sorte que les gens aient un carburant qui coûte moins. Donc il faut que les pays qui sont en condition de le faire le fassent. S'il y a des pays qui ne sont pas en condition de le faire, ils peuvent éviter de le faire. Quand on parle d'impôts, malheureusement, c'est une compétence nationale, ce n'est pas une compétence européenne. Pendant ce temps, guerre en Ukraine, effectivement, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a signé d'ailleurs des accords de défense avec Arabie Saoudite, Qatar, Émirats Arabes Unis, suite au déploiement d'experts de Kiev pour aider les pays du Golfe. Est-ce que le monde est en train de se partager entre deux camps ? Je trouve qu'il y a des changements géopolitiques assez importants. Moi, ce que je vois, c'est que je ne vois aucun changement de raison pour l'Europe de arrêter, de cesser de soutenir l'Ukraine. L'Ukraine mérite le soutien de l'Europe. C'est un soutien coûteux, mais c'est un soutien qui est en train de nous faire des pas en avant vers l'intégration européenne. Parce qu'on sait par exemple que dans le camp de la défense, de l'industrie de la défense, défendre les Ukrainiens ayant 27 systèmes de défense séparés entre eux, ça veut dire acheter des armes aux Américains, créer des emplois aux États-Unis. Alors que s'intégrer, ça veut dire que cet argent qu'on dépense, ça devient des emplois chez nous, en Europe. La guerre en Ukraine a changé complètement la donne de la défense. Aujourd'hui, c'est une donne beaucoup plus technologique. Les drones ont pris la place des armes traditionnelles. Et c'est pour ça que l'Europe doit faire un grand pas en avant vers une capacité technologique et d'innovation dans ce domaine qui est absolument fondamentale. En attendant, vous parliez de division. Le prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine qui a été approuvé en décembre 2025 par les 27, mais avec une clause de non-participation pour la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque, a marqué un tournant décisif. Mais la Hongrie de Viktor Orban a ensuite opposé son veto à partir du sommet d'après pour le bloquer. Qu'est-ce qu'on fait ? L'attitude de Orban envers de cette décision du mois de décembre, qui était une décision qui ne le touchait pas. Donc la décision des Européens qui a été finalement celle d'employer les coopérations renforcées, c'est-à-dire un système, un moyen institutionnel qui jamais avait été employé. Donc je le vois comme un grand pas en avant européen. C'est une façon de dire les vétos ne nous bloquent plus. Mais ce qui a été fait au mois de décembre vient aujourd'hui d'être mis sous chantage par Orban. C'est la démonstration que là aussi, peut-être, on a été trop mou par rapport. La signature ne vaut rien finalement d'un chef d'État. Oui, mais surtout, ce qui ne vaut rien, c'est le fait de dire, tu sais que les Européens ont toujours tenu une attitude qui est une attitude institutionnelle. Si tu veux qu'on déclenche toutes les clauses et toutes les règles qu'on a en Europe, par exemple, pour bloquer complètement tout argent qui arrive à la Hongrie, eh bien, je pense que le moment est venu de commencer à réfléchir à ça. Alors, le moment est surtout celui d'une campagne électorale de Orban lui-même et du Fidesz, d'une violence sans précédent contre l'Union européenne, contre l'Ukraine pour les élections du 12 avril. Il a reçu l'appui de la Russie soupçonnée d'ingérence sur les réseaux sociaux, de toute l'extrême droite européenne, même Marine Le Pen a défilé à Budapest, et du vice-président américain
Vance, à quelques jours des élections. C'est un moment clé pour l'histoire politique européenne. Dans cette année, probablement, c'est l'élection la plus importante. C'est une élection pour laquelle le peuple hongrois se prononce. Si on n'était pas en condition d'avoir l'idée que ce vote soit un vote libre, évidemment, il y aurait une crise absolument frappante à l'intérieur de l'Europe. Donc on espère une expression de vote libre, que l'état de droit marche, et de mon côté, j'espère vraiment qu'il y a un changement en Hongrie, parce que le rôle de la Hongrie comme pays et qui a bloqué l'Europe, quelques-uns de ses représentants ont été les espions de Moscou. On a vu ça aussi. Je pense que ça, c'est incroyable, ce qu'on a vu avec le ministre des Affaires étrangères qui passait les informations à son collègue russe de l'intérieur des réunions européennes. Moi, je pense que c'est de la trahison, ça. Il faut appeler les choses comme elles le sont. Donc, je pense que la solidarité européenne a été cassée par le gouvernement hongrois. Il faut tenir compte de tout ça et j'espère que ce vote soit un vote libre. Mais 16 ans de pouvoir de Viktor Orban qui s'en est pris à l'état de droit sur tous les chapitres, la magistrature, la liberté des médias, 80% aux mains du Fidesz. Est-ce que Peter Magyar, même s'il gagne, peut véritablement représenter un changement pour l'UE et l'Ukraine ? Ou est-ce que tout restera comme avant? On l'a vu peut-être en Pologne, il n'y a pas beaucoup de changements. En Pologne, les changements sont là. J'espère qu'en Hongrie, ce sera la même chose. Mais j'espère surtout que chaque pays est libre dans le débat européen de prendre ses positions. Le point essentiel est la solidarité entre des pays européens entre eux. Et ce que Orban a fait, et ce que son ministre des Affaires étrangères a fait, a été une rupture de cette solidarité. Et l'Europe gagne, l'Europe devient effectivement le producteur de prospérité et de biens pour ses peuples seulement si les pays européens sont avec des gouvernements qui sont solidaires entre eux. Alors l'euro numérique, on en parle avec vous, Enrico Lota, c'est un sujet intéressant. C'est le futur complément à l'argent liquide qui vise à proposer un moyen de paiement électronique sûr et garanti par la Banque Centrale Européenne. Il est encore au stade de projet, cet euro numérique, mais il pourrait voir le jour en 2029. Alix Le Bourdon, notre correspondante au Benelux, a enquêté sur son intérêt. Depuis l'été dernier, Nicolas Guillou ne peut plus utiliser sa carte bancaire. Il fait partie des juges de la Cour pénale internationale qui ont émis un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Résultat, il a été placé sous sanction des États-Unis, grands alliés de l'État hébreu. Depuis, le juge subit tous les jours la dépendance européenne en matière bancaire. J'étais dans une gare aux Pays-Bas il y a quelques semaines. Il y avait un panneau où il était inscrit « No cash ». Il y avait les logos des moyens de paiement. Ils étaient tous chinois ou américains. Donc ça veut dire que quand on est citoyen européen et qu'un pays extérieur vous ferme le robinet du paiement, eh bien vous n'avez plus aucune possibilité pour payer. Ben ça montre en fait qu'il faut absolument retrouver de la souveraineté. Parce qu'en fait, c'est une énorme fragilité. Aujourd'hui, ça arrive à 11 juges et procureurs de la Cour pénale internationale, mais ça peut arriver à beaucoup de personnes. Une situation handicapante qui a poussé ce juge à s'intéresser de près au projet d'euro numérique discuté à Bruxelles. Une sorte de version électronique de l'argent liquide émis directement par la Banque Centrale Européenne et distribué par les banques privées. Nous ne disposons pas d'une solution de paiement pan-européenne pour l'ensemble de la zone euro. L'euro numérique permettra donc de créer cette infrastructure de paiement. Une infrastructure de paiement véritablement européenne sur laquelle les banques privées et les solutions de paiement privées pourront s'appuyer pour se développer davantage. Le projet prévoit une limite de détention d'euros numériques. Mais le secteur bancaire ne l'entend pas de cette oreille. Les banques craignent de perdre les dépôts de leurs clients au profit de cette monnaie publique et les frais bancaires qu'elles prélèvent. Les banques ont peur évidemment d'une perte de liquidité et surtout elles ont peur du fait qu'en cas de stress bancaire, tout d'un coup l'épargne bancaire se délocalise vers la Banque Centrale Européenne. Un euro numérique qui pourrait redonner de la souveraineté bancaire à l'Union européenne. Mais une question demeure, suffira-t-il à convaincre alors qu'un Européen sur 10 détient aujourd'hui des crypto-monnaies indépendantes des États, comme le Bitcoin?
Enrico Letta, auteur, je le rappelle, d'un rapport sur le marché unique. Les moyens de paiement par carte d'un pays à l'autre de l'Union européenne sont essentiellement américains. Il y a clairement un enjeu de souveraineté dans la mise en place d'un euro numérique. Je pense que ce qu'on a entendu est exceptionnellement puissant, parce que le fait qu'il y ait des juges de la Cour pénale internationale qui sont privés de leurs droits aujourd'hui, c'est un droit à l'existence. La question des moyens de paiement par des puissances étrangères est quelque chose d'incroyable. Donc c'est effectivement la raison pour laquelle la question de la souveraineté européenne sur la monnaie, sur la banque bancaire, sur bancaire et sur les moyens de paiement est absolument centrale. Et évidemment, l'euro numérique est une solution, mais il faut aussi ajouter une autre solution, parce que sinon, ce n'est pas suffisant. L'autre solution est de créer le marché unique des marchés financiers, ce qui n'a jamais existé en Europe. On a la même monnaie et on a 27 marchés qui sont séparés et fragmentés, parce qu'on n'a pas voulu faire trop en même temps. Et aujourd'hui, on paie tout ça. Ce qui s'est passé sur l'intelligence artificielle. Les Américains ont mis tellement d'argent parce qu'ils l'avaient pour les investissements sur l'intelligence artificielle qu'ils ont gagné avec des ingénieurs européens. Nous, on avait tous des projets nationaux, on n'a pas été en condition de le faire, comme les moyens de paiement. On n'a pas de marché européen, donc on n'a pas de possibilité de créer une carte de crédit européenne. Voilà, le moment est venu d'intégrer les marchés financiers, ça fait partie de ce projet One Europe, One Market, et de faire en sorte qu'avec l'euro numérique, on puisse avoir et reprendre notre souveraineté. Et il n'occasionnera pas de frais bancaires par les utilisateurs, comme lors des retraits dans les distributeurs automatiques de billets. Mais ça ne fait pas du tout plaisir aux banques. Est-ce qu'elles vont, vous pensez, batailler contre cet euro numérique jusqu'en 2029 ? Je pense qu'il y a le temps maintenant pour que la Banque Centrale Européenne trouve, disons, des solutions pour éviter qu'il y ait une lutte avec les banques. Mais il faut aussi que les banques soient claires. Aujourd'hui, le problème de la fragmentation est évident. Donc, les banques aussi doivent dire qu'il faut s'intégrer. Merci à vous d'avoir été notre invité, Enrico Letta. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez en notre compagnie sur France 24 et Radio France Internationale.